Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui s'inscrit totalement dans le mois de l'imaginaire. Une vidéo qui va parler d'un sous-genre de l'imaginaire. J'aime bien pendant ce mois vous présenter une petite sélection dans un sous-genre particulier. Ne vous inquiétez pas, il y aura du vlog lecture, il y aura une découverte d'une collection d'imaginaire pendant ce mois-ci, mais aujourd'hui on va découvrir un genre, bon je vous laisse attendre mais c'est marqué dans le titre, on va parler de fantasy militaire. Alors vous allez vous dire... Pourquoi ? Parce que c'est une fantasy qui souvent est méjugée, souvent est une fantasy, les gens disent « Ah mais c'est de la fantasy militaire parce qu'il y a de la guerre ». La fantasy militaire en général c'est de la fantasy où on met en avant les soldats, voilà, c'est le nœud principal de l'histoire, c'est pas une fantasy où il y a de la guerre qui est forcément présente, parce que sinon toute la fantasy est de la fantasy militaire. Il y a des textes que je n'ai pas mis clairement à cause de ça. Je vous prends l'exemple de La Grâce des Rois de Ken Liu, qui à mon sens est plus de la fantaisie belliqueuse, guerroyante, mais où bien sûr il y a de la stratégie militaire et ce genre de choses. Mais ce sont les puissants qui décident, c'est pas forcément la vie des soldats, la vie quotidienne et ce genre de choses. Cette vidéo est en partenariat avec la plateforme Nextory. Nextory, c'est une plateforme de lecture où vous pouvez retrouver tous les formats de lecture, que ce soit du livre audio, du livre numérique, de la presse, de la BD, bref, même aussi des podcasts, que vous pouvez consommer dans tous les moments du quotidien. Notamment, moi, je l'utilise pas mal quand je suis en voiture et il y a une possibilité de le connecter à CarPlay, mais aussi en faisant mes petits colis pour les 3 Nornes, parce que c'est un peu rébarbatif de faire des colis, donc c'est toujours sympa d'avoir un petit livre audio qui passe voilà, en fond et de permettre d'avancer sur des lectures par exemple que vous lisez en papier quand vous n'avez pas trop le temps de vous y pencher. Grâce à ce petit lien-ci, vous pouvez bénéficier des 45 jours gratuits au lieu des 30 jours habituels. Nextory, c'est vraiment une plateforme qui est adaptée à tous les goûts parce que vous allez retrouver un large panel de 350 000 titres et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de tous les genres. Vraiment de tous les genres, que ce soit de la littérature blanche, de la littérature policière, de la littérature romantique. Moi, je consomme plus de la littérature fantasy, fantastique, et il y a quand même beaucoup de choix, que ce soit des classiques comme Tolkien, que ce soit des classiques comme Game of Thrones, mais aussi des choses un peu moins connues. Et aujourd'hui, en rapport avec cette vidéo sur la fantasy militaire, j'avais envie de mettre en avant un auteur que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez retrouver pas mal de textes de Gemmell, notamment Waylander, ou notamment Legend dont je vais parler, qui est un gros pilier de l'imaginaire, vraiment c'est un des classiques de classiques et qui met en avant une armée. Et c'est un peu le thème de la vidéo, c'est la fin de vie d'un grand guerrier et donc son histoire est assez touchante et assez belliqueuse. Et c'est assez bourrin, faut dire ce qui est, mais c'est ce qu'on cherche dans ce genre de fantasy. Je vous rappelle simplement que grâce à ce petit lien-ci, vous pouvez bénéficier des 45 jours gratuits au lieu des 30 jours habituels. Je vous mets le petit lien en barre d'infos et sur ce, on peut commencer la vidéo. Vraiment, là on essaie sur de la fantasy de bonhomme, comme on dit. J'aime pas dire ça parce que la fantasy militaire, elle est un peu dans ce préjugé de c'est un truc très viriliste, très belliqueux. Alors c'est vrai que je vais vous donner des exemples où clairement on est dedans sur la testo et ce genre de choses. Il y a d'autres choses où c'est un peu plus nuancé, voilà, où il y a parfois même des femmes qui sont présentes dans le texte et qui ont un autre rôle que de faire la vaisselle et la cuisine. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai regardé un petit peu sur des sites ce que les gens avaient sélectionné et par exemple la première loi revenait assez souvent. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est de la fantasy purement militaire parce que la première loi, on est sur un cycle où on a multi-personnages qui ne sont pas tous des militaires. Alors quand on pense fantasy militaire, quand on pense fantasy de bonhomme et viriliste, il y a forcément un texte. C'est Legend de Gemmell. Comment ne pas parler de notre cher Gemmell dans cette catégorie-ci? Alors, quand on pense fantasy militaire et toutes, je pense, les a priori qu'on a sur ce genre, c'est à cause de Gemmell, parce que Gemmell, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'on peut quand même reconnaître que c'est très viriliste, très années 80, c'est très... je veux dire, il y a quand même un tome où, quand Drus la légende, il doit sauver sa femme d'une certaine manière, du moins, sa femme est partie, il va tout faire pour la récupérer, donc voilà, chacun a sa place dans la société, c'est pas très 2024, voilà. Mais je dois accorder que j'ai lu le cycle d'Erenai, j'ai lu voilà, d'autres choses de Gemmell, mais c'est vrai que Legend, la première fois que je l'ai lu, j'ai apprécié vraiment cette lecture. On est sur l'histoire d'une bataille où vraiment la place de la stratégie militaire est assez présente parce que c'est le dernier bastion qui
et rester en place face à l'armée, on va dire, opposée. Et donc on a ce Drus qui est une vraie légende, voilà, qui a fait énormément de combats, qui est un héros de guerre, qui va combattre, et on le sait dès le début, hein, c'est le loup blanc, c'est celui qui est là pour son dernier combat. C'est une grande bataille décrite où il y a de la gestion de troupes, où on a une prise militaire, où on explique de pourquoi on positionne ses troupes de manière, tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool quand t'aimes la stratégie militaire. Mais aussi, on a la mise en place de la vie des soldats, des conséquences que ça a. Donc il y a Drus, mais il y a d'autres personnages. Dans mon souvenir, il y avait le personnage d'une jeune femme et d'un jeune homme, il me semble, qui combattent. Et donc les sacrifices que ça apporte, voilà, les conséquences de la guerre, que la guerre, ça n'épargne personne. Ça épargne pas parce que t'es jeune, ça va pas te permettre de survivre. Donc c'est la cruauté, ce genre de choses. Et ce qui fait que c'est pour moi, c'est vraiment le représentant de ce genre-ci, et à bon escient parce qu'en fait il remplit toutes les cases de ce qu'est ce genre de fantasy militaire, avec vraiment la parole qui est donnée aux soldats, il y a la gestion, mais Drus il doit répondre à des ordres, et ça a beau être le dernier espoir, il y a aussi la question de la transmission et de l'héritage dans ce texte-ci, où voilà, il y a des jeunes soldats qui vont faire la rencontre de cette légende, est-ce que ça va avoir comme impact, et voilà, et ça, Drus il est vieux, donc il sait ce que c'est la guerre, il en parle, et il est pas forcément dans la guerre c'est bien, tu vois, il est dans cette nuance aussi qui est intéressante, et vraiment c'est de la défense de Bastion, et pour le coup c'est un texte qui est assez poignant. Moi j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai lu quand j'étais ado, hein, c'est de la lecture, je suis pas sûre qu'un adulte qui lise de l'imaginaire depuis très longtemps apprécie forcément Légende, hein, parce que ça a vieilli, on pourrait même dire parfois c'est un peu kitsch ce genre de littérature, parce que les personnages sont très, vraiment un peu virilisés, clichés, des fois ça prête à sourire. Je n'ai pas que des auteurs américains à vous présenter, j'ai un petit représentant français qui a sorti une trilogie où la place du bataillon de l'armée est très intéressante parce que c'est le cœur de ce récit. J'ai donc choisi Chevauche Brune de Thibault Latin-Nicolas, c'est chez Folio SF. On est dans un monde où au nord du royaume, il me semble, il y a une espèce de brume opaque qui est présente, et il y a des créatures qui s'en échappent parce qu'elles semblent se dissiper, ce qui n'était pas le cas avant. On va suivre deux points de vue principaux, le point de vue d'un jeune enfant dans ce premier tome qui va rentrer, qui doit être protégé, ce genre de choses, mais surtout le point de vue d'une compagnie militaire. C'est la 9e compagnie des Légions du Roy, ils sont un peu les derniers sur place à pouvoir faire face à cette force-ci. Cette troupe, ce qui est la nuance par rapport à des textes comme Legend, c'est aussi la présence de cavalières qui vont être là en appui. Voilà, c'est un texte qui est un peu plus évolué sur la représentation des femmes, et donc cette troupe-ci va se retrouver envoyée par ses chefs combattre des créatures assez horribles accompagnées d'un mage, et ce n'est que le début d'une trilogie où on va suivre cette compagnie, notamment il me semble une femme qui est à la direction de celle-ci, et ensuite on va suivre des guerriers dans des conflits et tout, je vais pas vous en dire plus, mais ce premier tome c'est vraiment une compagnie qui va se retrouver assaillie de part en part par des créatures, et qui va devoir... Ça flirte pas avec le film d'horreur, mais t'as cette tension un petit peu en mode qui va survivre, qui va pas survivre, et c'est un texte que j'avais bien aimé du fait de sa représentation féminine, parce que dans tout ce que je vais vous présenter, malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est un genre aussi où on voit aujourd'hui une évolution, et que les écrivains qui sont pour une majorité des hommes essayent aussi de représenter la gente féminine dans l'implication guerrière. Et c'est vrai que ce personnage féminin va avoir une grande importance, et ce texte, en fait, au-delà de la question belliqueuse, et voilà, c'est assez... t'as plein de personnages, t'as aussi des soldats horribles dedans, voilà, t'as une gamme de personnages qui est assez intéressante, c'est que ça soulève des questions de société assez importantes. Moi, j'avais été assez marquée déjà dans ce texte-ci, dans cette trilogie, par le réalisme, en fait, de la compagnie de gestion de guerre. Un truc tout bête, mais la cavalière à un moment doit aller pisser, voilà, comme tout le monde, sauf que pour un homme c'est beaucoup plus facile d'aller pisser quand t'es dans une troupe que pour une femme, voilà, pour pas mal de choses, du genre elle est obligée d'enlever son équipement, il n'y a aucune intimité, voilà, bref, pas mal de choses. C'est un exemple bête, mais tu vois, c'est bien pensé, et on va dénoncer des questions, et notamment moi j'avais été très surprise et très touchée par le fait que
Au-delà de la fantaisie militaire, c'est une fantaisie qui est ici bien développée sur ces thématiques. On va parler par exemple de violence conjugale, de pas mal de choses. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans la même troupe, on va avoir des personnages très positifs et négatifs et montrer en quoi il y en a, c'est des vrais chiens de guerre horribles qui ont fait des choses et qui ont justifié leurs actes par la guerre alors que c'est injustifiable. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-ci du texte. Et là, pour le coup, si vous aimez un peu le réalisme belliqueux, on est là-dedans, on est sur la vie quotidienne et il y a vraiment plein de scènes de vie quotidienne de soldats et c'est vrai que c'est assez sympa, tu vois. Parce que j'ai pensé à plein de séries quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo et en fait à chaque fois je me dis ouais mais le nœud du récit est pas forcément une compagnie ou des soldats. J'ai pensé par exemple, bah là je viens de finir La Cité des Lames, les militaires sont présents dans le texte mais à mon sens il y a quand même un côté polar qui est beaucoup trop présent pour que ça soit de la fantaisie uniquement militaire et très belliqueuse, ouais, et vraiment sur la gestion militaire, même si c'est une question qui est importante dans le texte. Comme j'ai pensé aussi au cycle de Mériane, vous savez, Les Dieux Sauvages, où Mériane elle va devoir gérer une espèce de croisade. Mais c'est pas forcément le cœur du récit. Le cœur du récit, c'est la place de la religion et ce genre de choses. Donc, voilà, il y a des fantaisies où la fantaisie militaire, elle se mélange souvent à d'autres thématiques. Là, je suis obligée de vous parler de mon petit péché mignon. On est sur de la fantaisie militaire, à mon sens, voilà, pour le coup moderne, et à mon sens, il n'y a pas mieux que fantaisie militaire que cette série-ci. C'est donc Poudre Mage, Poupou pour les intimes, de Brian McKellan, qui est une de, je pense, ma saga préférée chez Léa, qui est de la fantaisie militaire / fantaisie napoléonienne. On suit donc notre cher général Tamas au début du récit qui organise un coup d'état pour renverser la monarchie en place et donc il prend le pouvoir. Et ce texte est donc de raconter la vie de ce général dans la gestion de cité, comment on fait un coup d'état, comment on gère une cité au bord de la crise et ce genre de choses, avec l'arrivée de troupes ennemies voilà, à l'horizon et la survenue de dieux qui reviennent. Donc on suit, en fait c'est vraiment militaire parce que quasiment tous les points de vue, même s'il y a des enquêtes et tout, sont tournés autour des militaires. On a Tamas qui est le général avec la gestion de cité, on a son fils Taniel, mon petit chouchou, qui est un soldat qui a fait la rencontre d'une sorcière et donc qui doit faire ses preuves vis-à-vis de son père et qui va se retrouver un peu mêlé aux batailles et aux complots. On a l'ex de Taniel qui est la femme qui la trompe. On va être vraiment au cœur du conflit avec elle, avec d'autres personnages. En fait, dans Poudre Mage, t'es autant sur la gestion de troupes, la gestion de coups d'état et tout, que sur la gestion de guerre. Et ça, c'est vraiment très cool parce que tu vois comment stratégiquement sont posées les troupes, comment on réagit et ce genre de choses. Et surtout, on parle de la vie quotidienne des soldats, la difficulté de ce mode de vie, où beaucoup de combats sont faits à l'arme à feu, avec donc de la poudre magique et c'est vraiment très très chouette, il y a de la tension, il y a d'autres thèmes bien sûr, mais moi j'ai un coup de cœur pour cette série parce que j'adore les personnages, j'adore les thèmes qui sont abordés et je trouve que pour de la fantaisie militaire c'est hyper palpitant et ça tombe pas dans les clichés virilistes. Vraiment je trouve que les personnages sont bien nuancés. Et au fur et à mesure, tu passes de gestion de cité à gestion de guerre et vraiment il y a des affrontements, il y a des batailles un peu titanesques qu'on retrouve dans l'auteur que je vais vous présenter juste après, qui est chez le même éditeur, mais ça m'a fait penser, alors dans une moindre mesure, mais à ces batailles toujours plus Michael Bay. C'est Erikson. Alors Erikson, notamment donc avec le livre des martyrs, on est sur cette série, donc chaque tome prend place à un moment particulier dans un monde, et il y en a qui se suivent, mais c'est un peu compliqué le livre des martyrs pour tout vous dire, mais les Jardins de la Lune, ce premier tome, c'est un début in medias res, tu rentres directement dans l'univers et surtout tu rentres directement dans une zone de combat avec plusieurs forces en place. On suit donc chaque force, on va dire dispatchée avec des personnages et la majorité des personnages, à quelques exceptions près, sont quand même des militaires, des gens, voilà, on est dans des forces armées avec des mages qui font péter des boules de feu dans tous les sens, voilà, où il y a de la complexité politique, mais dans ce premier tome, on est vraiment sur des personnages, sur la gestion de guerre, la gestion de troupes, de morts, voilà, on est sur... C'est Messengue, moi je l'appelle comme ça, qui est Messanger, voilà, qui est le sergent, et on suit ses brûleurs de pont, et Logvoil, qui est un personnage assez important dans ce tome-ci. Et donc voilà, ce sont des militaires, ce sont des soldats, alors bien sûr ils ont des positions, ils ont des statuts différents dans cette armée-ci, mais on suit leur vie quotidienne, on suit leurs inspirations.
On a la présence aussi de Dieu ici dans le texte, mais à mon sens, surtout ce tome-ci, je trouve, est très très tourné sur la guerre et sur le combat. Alors, le livre des martyrs, c'est un peu un warning que je vous mets. C'est un texte assez particulier qui est un texte, soit vous allez aimer, soit vous allez pas aimer. Je pense qu'il y a assez peu d'entre-deux, du fait que moi je suis assez mitigée sur cette série-ci parce que je trouve l'univers passionnant. Par contre, je trouve tout ce qui est scénario, histoire, beaucoup moins convaincant que l'univers. Mais c'est un texte qui peut être assez rebutant dans le sens qu'on nous fait manger beaucoup de worldbuilding dès le début, que c'est assez dense, c'est assez lourd. Et on va dire beaucoup de gens disent que c'est très difficile à lire. En soi, c'est pas si difficile à lire que ça. Ça peut être indigeste et ça se lit, la langue est pas du tout difficile et tout, mais c'est beaucoup d'informations, c'est particulier sur ce que ça raconte, ça peut paraître un peu décousu parfois, mais sincèrement, je pense qu'Erikson, c'est un des rares textes où j'ai vu le worldbuilding aussi développé et où les scènes de bataille sont aussi hollywoodiennes. Vraiment, j'ai rarement vu des scènes de bataille où ça pète dans tous les... T'as l'impression... C'est des massacres en fait, hein. C'est pète dans tous les sens, c'est très visuel et très impressionnant. Ne pensez pas que si vous appréciez pas, c'est que vous ne comprenez pas le texte comme c'est marqué dans l'introduction, c'est juste que c'est très particulier comme univers et que en plus la communauté elle donne pas très envie de s'y intéresser. Erikson est un auteur très intouchable d'une certaine manière. Ensuite, alors là alors déjà dans le titre c'est dit, on est sur ma petite pépite, pour le coup, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais le titre parle de lui-même, c'est Guerre et dinosaures, voilà, encore une couche. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour lire ce chef-d'œuvre? Alors, Guerre et dinosaures, c'est un texte particulier par ses thèmes. Voilà, la guerre et les dinosaures, c'est de la fantaisie avec des dinos. C'est pour ça que, pour moi, ça touche des choses que j'apprécie. Alors, la guerre et dinosaures, il y a plusieurs points de vue où on a notamment le point de vue d'une princesse, mais on a beaucoup de points de vue sur des soldats. On suit un seigneur qui va se réveiller amnésique aussi et qui va essayer de chercher son passé et qui va se lier d'une certaine amitié du genre avec un tyrannosaure. C'est particulier, mais au-delà de ces parties où en fait c'est très politique, c'est très complot, il y a vraiment, on suit beaucoup de personnages qui font partie de cette milice militaire, ouais, de cette armée qui combat à dos de dinosaures. Voilà, vraiment on est dans ce délire-là. Et en plus, pour mon plus grand bonheur, il y a beaucoup de représentants de la communauté LGBT dans cette armée-ci qui combattent à d'autres dinos, donc ça casse beaucoup de clichés de la fantaisie militaire. Le deuxième tome est un peu plus belliqueux, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre là aussi, c'est que la guerre elle prend beaucoup plus de place avec des créatures un peu particulières et où chacun va avoir sa place un petit peu dans l'armée. Voilà, il y a beaucoup plus de présence de l'armée, de gestion de conflit, et comment ne pas vous parler de fantaisie militaire alors qu'on a des hommes qui montent à dos de dinos. Voilà, je sais pas, voilà, je sais pas, mais c'est vrai que Victor Milan, paix à son âme, parce que c'est, voilà, le troisième tome sera sûrement jamais publié en France, mais il nous a accouché d'un truc quand même assez exceptionnel, et quand tu es dedans, tu es dedans. Pour le coup, moi j'ai adoré, mais bon, en même temps, moi les dinos, c'est une passion qui me quitte pas depuis l'enfance. Mais j'avais apprécié, j'avais envie de vous mettre aussi en avant le fait que la fantaisie militaire n'est pas qu'une fantaisie extrêmement viriliste et tout. Là, on a aussi une fantaisie avec des personnages qui sont loin de l'image du cliché militaire habituel et qui sont beaucoup plus nuancés, qui font preuve de sentiments. Et voilà, on a aussi de la psychologie de personnage derrière, ce qui n'est pas toujours le cas. On est souvent mis en avant sur l'action. Là, on a bien sûr de l'action, du complot, de la guerre et de la gestion de bataille, mais on a aussi la construction de personnages et les émotions des personnages. Alors là, on va parler d'une certaine milice, voilà, avec un autre classique du genre, c'est Le Prince écorché de Mark Lawrence. Alors, Prince écorché qui est une série, je trouve les 2 premiers tomes sont très bien, le 3e tome, je sais pas ce que l'auteur a fumé, c'était beaucoup moins bon, mais c'est l'histoire donc de cet homme qui est un jeune garçon au début du texte. Malheureusement pour lui, lors d'une sortie en calèche avec son père le roi, sa mère la reine et sa sœur, je crois que c'est une sœur, ils se font attaquer, la calèche tombe accident de la route, dans des grosses ronces, mais on parle pas de petites ronces, hein, des énormes ronces, sa famille meurt, lui il arrive à survivre mais il est défiguré.
et on le prend pour mort, et donc quelqu'un usurpe son trône. On va le suivre, en fait, lui, jeune gamin qui avait tout, qui était un petit peu un connard au début, qui, même s'il était jeune, va se reconstruire et fonder une sorte de milice pour bouter les Anglais hors de France. Non, pour bouter l'usurpateur. Et là, on est sur de la gestion de guerre parce qu'on est sur un mec qui va devenir chef de guerre, chien de guerre d'une certaine manière, parce que sa milice en soi, sa petite armée est pas très très cool, voilà. Et tout va être son chemin de je vais récupérer mon trône et ça ne va pas s'arrêter que là, voilà. C'est assez épique, c'est assez sanglant. À 13 ans, il est le chef d'une bande de hors-la-loi et à 15 ans, il a décidé qu'il serait roi. Voilà, à un moment, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais c'est un personnage assez sans pitié qui va construire en fait sa petite armée pour aller défoncer voilà, l'ennemi. On a la gestion, alors c'est pas forcément la gestion de l'armée au quotidien, là c'est plutôt comment on fonde une armée, comment on fonde une milice et comment on arrive à reprendre un trône qui est le sien. Voilà, c'est pour ça. C'est un axe assez différent, mais c'est vrai que les 2 premiers tomes sont très bons, et le 3e, ça part sur la représentation des femmes et tout, elle est assez catastrophique dans ce texte-ci. Et c'est très drôle parce que, pour ceux qui suivent un peu Mark Lawrence, il a écrit beaucoup d'autres textes, mais c'est les personnages féminins, après, qui sont mis en avant. Et je pense implicitement que soit il s'en est voulu d'avoir écrit des personnages féminins aussi mauvais dans ce cycle-ci, soit il s'est dit, putain, c'est sexiste, je vais peut-être écrire des personnages féminins un peu plus badass, voilà. Mais moi, Le Prince écorché, c'est une lecture que j'ai fait quand j'étais ado et que j'ai adoré. Voilà, c'est une lecture, c'est un des textes un peu, c'est un peu dark fantasy aussi sur les bords parce que c'est très violent dans mes souvenirs, mais dans mes souvenirs d'ado. Donc on est sur peut-être que maintenant ça me choquerait moins, mais ça découpe pas mal, c'est assez barbare et tout. Ensuite, pareil, quand on pense à fantasy militaire, on pense à un petit peu dark fantasy aussi, hein, c'est normal, c'est des genres qui sont assez liés. Et le représentant, c'est Glenn Cook avec La Compagnie Noire. Alors moi, La Compagnie Noire, j'ai bien aimé le premier tome, j'ai beaucoup moins accroché au second, simplement parce que je trouve que c'est très très mensonger, la façon dont c'est présenté. La dark fantasy, c'est pas du genre on représente des choses sombres. La dark fantasy, c'est plus, ça répond plus à la définition de c'est le mal qui règne dans le monde que l'on suit. Et cet univers est très présenté ainsi, où on suit une compagnie qui travaille normalement pour les méchants. Voilà, c'est le but, et donc on suit des salauds qui font des massacres, ce genre de choses. Le truc, c'est que La Compagnie Noire, à partir du 2e tome, on se rend compte que, bah non, en fait, on va plus travailler pour les méchants, on va travailler pour les gentils. Donc en fait, le côté dark fantasy, pour moi, il a été niqué à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai un a priori un peu sur cette série, même s'il y a des scènes qui sont vraiment terribles. Et que voilà, des personnages intéressants, je trouve que c'est très mensonger. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Voilà, on rigole beaucoup avec les libraires parce que La Compagnie Noire est une série qui est très très appréciée en imaginaire. Mais revenons en termes de fantasy militaire. En fait, La Compagnie Noire, on suit que des mecs de cette compagnie quasiment qui vont se retrouver. Eux, ils travaillent pour le plus offrant, ils travaillent plutôt pour les forces maléfiques, et ils vont se retrouver à être mêlés plus politiquement à l'avenir du monde, et c'est leur vie au quotidien, mais vraiment c'est leur vie, hein. Il y a des moments, t'as des scènes de tambouille, voilà, ils se prennent la tête, chaque personnage est parfois plus horrible les uns que les autres, des chiens de guerre, voilà, qui sont organisés, on raconte leur quotidien, bien sûr il y a des scènes de bataille et ce genre de choses, voilà, après ça évolue, hein, l'histoire avance pas mal, hein. Je crois qu'il y a 3 tomes dans cette intégrale-ci, mais ne vous attendez pas à de la dark fantasy. Si pour vous la dark fantasy, vous avez une image de la dark fantasy, c'est tout ce qui est sombre, voilà, avec une image un peu faussée de ce qu'est la dark fantasy. Oui, c'est très sombre, c'est glauque, il y a des viscères partout, il y a des scènes qui sont dégueulasses, voilà, il y a un peu dans le type berserk, tu vois. Mais en termes de promesses avec le mal, et qu'on suit des personnages, même s'ils sont vilains, mais qu'on suit les mauvais de l'histoire, c'est un peu mensonger là-dessus. Donc voilà, n'ayez pas ce genre d'a priori que j'avais et qui pourrait vous créer de la déception. Et ensuite, Mage de bataille, dernier petit tome que je vous présente, c'est pour moi de la YA, dans le sens que les personnages sont assez jeunes, il y a des scènes assez terribles, mais pas assez terrible pour que ça soit considéré pour moi comme de l'adulte. Mage de bataille, c'est
C'est un texte qui s'éloigne un tout petit peu de la fantaisie militaire, mine de rien, parce qu'on suit en fait l'histoire d'un jeune homme qui a des gros problèmes de santé au début du texte, qui a des gros problèmes de vie, c'est-à-dire qu'il est une sorte d'esclave, on pourrait dire ça, d'un homme qui a contribué à l'assassinat de son père. Son père est un mage. Dans cet univers-ci, les mages sont très importants parce qu'ils sont liés à l'armée, et son père est devenu fou en invoquant un dragon noir, parce que les mages sont là pour invoquer des dragons, qui a décimé la population. Donc il a été condamné, donc son fils est vu comme une sorte d'être horrible. Et donc on va le suivre lui, mais aussi d'autres personnages. Et lors d'un tournoi, il y a un dragon qui apparaît, et donc ce jeune homme va être mêlé à ça. Et il va faire son entrée difficile à l'académie pour devenir un soldat et un mage de bataille. Et donc c'est plus la formation de soldats, voilà, et de comment on rentre dans cet ordre-ci, comment il va faire partie de cette compagnie. Il y a son meilleur ami aussi qui devient un chevalier assez important, s'il y a des chevaliers dans cet univers-ci. Et on va suivre la petite amie de son meilleur ami, qui est aussi une guerrière, qui va se retrouver en charge d'une compagnie, qui est la compagnie des ivrognes, si je peux me permettre. Tous les trublions du pays, et elle, qui est en plus l'héritière d'une grande famille, va se retrouver face à ces hommes qui n'ont aucun respect pour elle, donc elle va devoir faire ses preuves. Donc voilà, on a par le biais de Falco l'image du jeune garçon qui va devoir devenir mage de bataille, un personnage très important de l'armée, alors que tout le monde s'y oppose d'une certaine manière. On a le destin du chevalier, voilà, jeune homme très combatif qui va devoir mener un petit peu son bataillon, et cette jeune femme qui va se retrouver à devoir faire ses preuves en tant que femme, parce que voilà, on est face à des ivrognes, des fois essentiellement des mecs qui ont fait des choses graves à des femmes et ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Et première partie plutôt formation, deuxième partie plutôt bataille, et voilà, avec une fin assez décevante. Les mages dans cet univers font partie de l'armée et sont une force assez intéressante, et il y a tout un lien avec la façon dont sont utilisés les dragons dans ce texte-ci. Je la trouve super pertinente, parce que moi qui aime pas trop les dragons, c'est un des seuls textes où je trouve que ça réinterprète un petit peu le genre, tu vois, ils sont invoqués, voilà, il y a aussi des démons dans l'univers, donc les batailles sont assez épiques, mais la place de l'armée est très importante, et on parle aussi de stratégie militaire, on parle, voilà, de la cruauté des armées, et on parle aussi de beaucoup de jeunes qui sont recrutés, voilà, on parle du recrutement de force et des implications que ça a sur la société. J'en ai fini. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres, des livres sur la fantasy militaire, je suis sûre que j'en ai encore plein dans ma bibliothèque, j'ai parcouru et il y a plein de choses, je me dis ça pourrait rentrer et tout. Si vous avez envie de faire des petites listes ou des recommandations en commentaire, n'hésitez pas, ça permettra aux gens qui ont peut-être sûrement lu, s'ils aiment la fantasy militaire, ces textes-ci, de découvrir d'autres choses, mais la question militaire, elle est très très présente en imaginaire, hein, voilà, les batailles, l'armée c'est présent. Par contre, que des textes tournent essentiellement sur la vie de la quotidienne de l'armée, la gestion de l'armée, ce genre de choses, c'est un peu moins le cas. C'en est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, sachant que la fantaisie militaire n'est pas forcément la fantaisie la plus mise en avant, mais ça fait partie d'un sous-genre qui est intéressant, et c'est un sous-genre qui permet de réfléchir aussi sur les conflits et pourquoi ils ont été mis en place, et pourquoi c'est parfois ridicule d'envoyer des gens mourir pour des pays, alors que des conflits pourraient se régler de bien d'autres façons. Mais voilà, on voit une évolution dans le genre qui est quand même très important, de fantaisie viriliste bonhomme, voilà, très sexiste souvent, voire homophobe et ce genre de choses, à de la fantaisie. J'aurais pu présenter Malice aussi de John Gwynne, parce que l'armée est assez importante, mais à mon sens c'est pas forcément le sujet principal, à des fantaisies qui sont beaucoup plus ouvertes, que ça soit sur les questions LGBT, sur la représentation des femmes, et qui abordent des questions de l'armée assez différentes et un peu plus psychologiques, un peu plus travaillées que on va taper sur des gens, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.